Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. C'est un plaisir. Vous êtes eurodéputé du groupe Renew, vous êtes ancien correspondant à Moscou. Et compte tenu de ces deux casquettes, si vous me permettez l'expression, on est très heureux de vous recevoir. 15e jour de guerre en Ukraine. Je voudrais vous montrer cette une de Libération ce matin. Oui. Pourquoi Poutine patine? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec d'abord l'affirmation selon laquelle Poutine patine? J'aurais même changé le verbe, j'aurais mis pourquoi Poutine perd. Pourquoi Poutine perd politiquement, mais aussi en partie militairement. Parce qu'il est maintenant devant une alternative très très difficile pour lui. Ou bien il freine son avance, par moments il semble freiner son avance, et auquel cas il perd non seulement militairement mais politiquement. Ou bien il avance, il continue à bombarder les villes, il passe à Kiev et suivant la technique militaire russe qu'on a vue notamment à Grozny en Tchétchénie et à Alep en Syrie, il écrase littéralement les villes sous un tapis de bombes. Ouais. Et auquel cas il perd politiquement dans l'opinion internationale, européenne, américaine, il perd dans l'opinion russe aussi. Parce que n'oublions jamais que pour les Russes, une ville comme Kiev, une ville comme Lvov, Kharkiv, etc., mais ce sont des villes, je ne dirais pas russes, mais aussi proches de la Russie que le sont pour nous Français, Bruxelles et Genève. Mais on va reprendre ça tout ça dans le détail, si vous voulez bien. Vous aviez une expression assez imagée, au tout début de la guerre, vous aviez dit « Poutine est plus près de la porte que de l'augmentation ». Oui. C'est une façon de dire qu'à long terme, il perdra. Oui. Peut-être. Bernard Guetta, mais ce qu'on voit, et je voudrais qu'on re-regarde ensemble les images de Mariupol. Oui. On vient d'apprendre le bilan, une fillette a été tuée. Oui. Il y a 3 morts, il y a des blessés, et il y a cette espèce de cour de cette maternité qui est totalement détruite, une partie des bâtiments détruite. C'est volontaire ou pas d'avoir ciblé plutôt la cour, je ne sais pas. Mais il le faisait volontairement en Syrie. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit aussi de Poutine ? Ça me dit que cet homme est totalement affolé, qu'il fait n'importe quoi, et je vous le répète, qu'il a perdu politiquement, que militairement il dispose d'une force absolument considérable qu'il peut utiliser, qu'il va peut-être utiliser, qu'il est déjà en train d'utiliser, mais encore partiellement. Cet homme n'a absolument aucune sensibilité humaine, absolument aucune. Il est aussi froid qu'un poisson mort, et cet homme-là, évidemment, peut continuer à massacrer, à semer le malheur, mais je vous le répète, il est plus près de la porte que de l'augmentation politiquement parlant. Mais son pouvoir de destruction est immense au moment où on se parle là. Absolument immense. Oui, et il l'utilise sans vergogne. Il l'utilise déjà sans vergogne et ça peut être encore 10 fois pire. C'est-à-dire ? Mais écoutez, souvenons-nous de ce qu'il a fait à Alep. Il ne reste rien d'Alep. Alep est une ville aplatie, est une ville en ruine, et il visait systématiquement, dans l'espoir, dans la volonté de démoraliser les populations, de casser le moral, il visait les écoles maternelles, les collèges, les lycées, les hôpitaux. Donc, c'est ce que Clément Beaune, d'ailleurs, vient de dire chez nos confrères de France Inter, je crois. Il y a des cibles volontairement civiles. Il tue les civils volontairement. Pourquoi ? Pour semer la terreur ? Pour avoir une victoire en termes de bilan humain? Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour semer la terreur, vous avez absolument raison, mais aussi pour conquérir les villes. C'est ça le drame des militaires. Les militaires ne détestent rien que d'avoir à conquérir des villes, parce que les chars, c'est large. Oui. Les rues, c'est étroit. Bon, évidemment, il y a des avenues très larges, mais les avenues très larges, c'est pas la majorité des artères dans les villes. Donc, si vous voulez prendre une ville, et surtout combattre une résistance organisée, qui peut très très vite se cacher dans une ruelle, sous un porche, etc., c'est terrible pour les armées, terrible. Les militaires ne détestent rien tant que la conquête des villes dans ces conditions. Il va détruire Kiev ? C'est très possible. S'il pense que politiquement il y a intérêt, il n'hésitera pas une seule seconde. Et il serait où, là, son intérêt politique ? Son intérêt politique, c'est de dire je vais reconquérir, ou plutôt d'ailleurs il dit, lui, libérer, dénazifier, mon Dieu. Bon, enfin bref, je vais libérer l'Ukraine d'une bande de nazis, et donc il ne peut pas admettre devant son peuple, et probablement d'ailleurs devant lui-même, qu'il a échoué à le faire, donc il va poursuivre l'entreprise. Donc il est dans une... Voilà,
C'est un peu le hamster dans sa cage. Il est dans une fuite en avant. Oui, ouais. oui. Vous pensez que c'est ça? Parce que vous disiez tout à l'heure, il est possible aussi qu'il freine sa puissance. Alors, il est possible qu'il freine. Pourquoi? Alors là, on rentre dans les points d'interrogation. Je pense, tout le monde ne le pense pas. Je vous donne une opinion, une analyse personnelle. Je pense que la société russe suit beaucoup moins qu'on le dit ou que le laissent penser les sondages. Écoutez, vous êtes russe, vous avez un sondeur qui débarque chez vous, même au téléphone, et qui vous dit vous êtes pour ou contre la guerre. Vous êtes prudent, vous êtes pour la guerre. Vous êtes pour la guerre parce que vous avez peur de la répression individuelle. Mais au fond de votre cœur, vous êtes contre la guerre, ne serait-ce que parce qu'il y a une imbrication phénoménale des liens familiaux entre Ukrainiens et Russes. Il y a peu de familles russes dans lesquelles il n'y ait pas un parent, une arrière-grand-mère, une grand-tante. Mais vous dites ça parce que certains disent qu'au contraire, ça soude le peuple. Alors certes, l'élite est en train de partir, etc. Elle en a les moyens, elle a des réseaux, etc. Le peuple russe est soudé, lui, autour de son maître. Je ne le crois pas. Je sais que c'est une thèse. Vous avez des indices ou c'est une analyse en ancien correspondant de Moscou qui connaît la mentalité russe? Alors, écoutez, c'est deux choses. C'est évidemment une analyse, la connaissance que je peux avoir de ce pays et de ce peuple. C'est aussi que j'ai gardé beaucoup d'amis en Russie et que quand je parle avec eux, ils me disent, mais tu sais, même machin qui était un électeur de Poutine, même ma grand-mère qui est conservatrice, petite retraitée frileuse, etc., qui votait Poutine, ne comprend plus. Elle est horrifiée. Mais vraiment, est-ce que c'est vrai qu'on bombarde? Alors, vous disiez fuite en avant. Il y a eu une déclaration hier assez étonnante que je voudrais vous soumettre, c'est celle d'une porte-parole du Kremlin, du pouvoir russe, selon laquelle le but de guerre ne serait plus de renverser le régime ukrainien. Est-ce que vous voyez là une forme d'adoucissement? Non, je vois là un signe d'une montée de la confusion entre les diverses responsables, entre le ministère des Affaires étrangères, entre le Kremlin, entre les différents services du Kremlin, entre Poutine lui-même. Mais écoutez, ces gens-là, que veulent-ils aujourd'hui? Ils veulent empêcher que l'Ukraine entre dans l'OTAN, mais depuis 2008, il y a un veto français et allemand à tout nouvel élargissement de l'OTAN vers l'Est. Or, vous savez que pour que l'OTAN s'ouvre à un nouveau pays, il faut l'unanimité de ses membres. Donc il n'y avait aucune possibilité, contrairement à ce que disait M. Poutine, que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Oui, d'accord, mais là, le fait que cette responsable dise ça alors que Poutine, et vous le savez mieux que moi, avait dit cette bande de nazis dégénérés, drogués, voilà, on va faire comme en Tchétchénie, on va aller les chercher, dans les chiottes. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Voilà. Là, non, on va peut-être pas renverser le régime ukrainien. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est une façon d'occuper la galerie, comme on dit familièrement? Je ne suis pas sous la table, je ne peux pas vous le dire catégoriquement. Est-ce que c'est Poutine qui parle? Mon sentiment est qu'il y a une confusion montante dans l'appareil d'État russe. Ça voudrait dire effectivement que Poutine patine aussi à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que tout le monde suive. Je ne suis pas sûr que tout le monde suive, y compris dans son entourage. Alors évidemment, ces gens ne peuvent pas le dire ouvertement. Absolument pas. C'est un aller direct pour le goulag, voire une balle dans la nuque. Mais ces gens ne peuvent pas suivre, parce que ces gens ne sont pas fous. Il y a quand même dans l'appareil d'État russe, y compris dans l'entourage actuel de Poutine, des gens qui ont une rationalité, qui ont une véritable connaissance de l'histoire. Or, Poutine, moi je ne suis pas psychiatre, je ne veux pas dire qu'il est fou, mais je considère qu'il a sérieusement perdu le contact avec la réalité. Mais la rationalité supposée d'un entourage n'a pas empêché que certains tyrans dans l'histoire aient pu agir pendant des années. Donc, vous avez tout à fait raison. Alors je voudrais savoir, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est aujourd'hui en Turquie. Oui. C'est là une première, pour rencontrer son homologue ukrainien. À votre avis, justement, qu'est-ce qu'il a comme mandat de Poutine ? Qu'est-ce que Poutine lui a dit? Tu as le droit de négocier jusqu'où? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne pense pas que quiconque le sache. Je ne suis même pas certain que M. Lavrov ait un mandat très clair. Je vous le répète, ma seule quasi-certitude est que la confusion monte dans l'équipe au pouvoir à Moscou. La confusion monte dans l'équipe au pouvoir, c'est très intéressant que vous nous disiez ça. Et à côté de ça, le président ukrainien Zelensky a dit hier
ok, je renonce à demander mon adhésion à l'OTAN. Alors moi j'ai une question de béotienne, Bernard Guetta. S'il renonce à demander son adhésion à l'OTAN, et il dit même, je veux bien travailler sur un compromis de reconnaissance d'indépendance des pays du Donbass. Oui. S'il l'avait dit plus tôt, est-ce qu'on aurait eu la guerre? Je vous répondrai d'une autre manière. Je vous dirais, n'oubliez pas une phrase qu'il a ajoutée qui est absolument fondamentale, mais à condition que la Russie me donne des garanties de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ces garanties de sécurité? Parce que pourquoi est-ce que M. Zelensky, au moins à l'été dernier, s'est résolu, parce que ce n'était pas du tout le cas avant, s'est résolu à demander l'adhésion de son pays à l'OTAN? C'est parce qu'il voyait la pression militaire de la Russie grandir autour de son pays et sur son pays, et qu'il savait qu'il n'avait pas seul les moyens de se défendre. Donc il a dit, aidez-moi, aidez-moi, déployez le fameux parapluie américain au-dessus de mon pays en admettant l'Ukraine dans l'OTAN. Et maintenant, il dit, bon, mais très bien, si vous me donnez les garanties que non seulement vous ne me donniez pas, mais que vous remplaciez par des menaces, mais je n'ai plus besoin d'être dans l'OTAN. Mais quelles sont ces garanties, Monsieur Poutine? Voilà, bon, donc ça n'est pas une guerre complètement pour rien, entre guillemets, si je puis dire. On ne se dit pas, elle aurait pu être évitée par cette déclaration si elle avait été faite il y a un mois. Non, ça je ne le pense pas. D'accord. Je ne le pense pas, si vous me permettez, parce que l'objectif de M. Poutine n'est absolument pas d'empêcher l'Ukraine d'entrer... Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. C'était de récupérer l'Ukraine dans son empire. Est-ce qu'on est à un moment de bascule? La réunion à Antalya, cette déclaration de Zelensky, est-ce qu'on peut considérer que ça bouge? Oui, ça bouge, parce que, alors là, je reprends tout à fait la une de Libération que vous me montriez, parce que ça patine, et quand ça commence à patiner, eh bien, tout le monde commence à chercher. Sommet européen de Versailles aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui se réunit, c'était prévu, mais évidemment, l'Ukraine est maintenant dominant dans les sujets. Sur la question énergétique, je voudrais vous soumettre une déclaration, un extrait de tribune d'un prix Nobel de physique, Serge Haroche, dans Le Monde, qui dit ceci: oui, en coupant le robinet du gaz et du pétrole russe immédiatement, pas en y réfléchissant pour la fin de l'année ou pour plus tard, nous allons avoir plus froid, nous paierons notre essence plus cher, nous devons restreindre nos déplacements, nos voyages, en un mot, accepter de souffrir un peu, mais nous pourrons peut-être nous regarder en face avec moins de honte. Voilà, Serge Haroche, prix Nobel de physique. Idéaliste ? Est-ce que c'est un idéaliste qui parle? Je ne sais pas si c'est un idéaliste, mais alors j'en serais un autre, parce que j'ai signé hier avec 4 ou 5 de mes collègues du Parlement européen une pétition, une demande, une lettre à la Commission européenne allant exactement dans le même sens. Parce que, vous savez, nous disons toujours, et c'est vrai, nous sommes dépendants du gaz et du pétrole russe. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais la Russie est totalement dépendante du prix que nous lui payons pour acquérir son gaz. C'est-à-dire que si nous n'achetons plus le gaz, nous asséchons non pas les radiateurs de la Russie, mais nous asséchons les coffres forts de M. Poutine, coffres forts qui lui servent à bombarder notamment la maternité de Mariupol, mais tout le pays en vérité. Alors nous devons réfléchir, d'autant qu'après tout, soyons... voilà, on est là quoi, mi-mars ? Quelque chose comme ça ou, oui. On est le 10 mars, je le confirme. Merci beaucoup. Je n'y suis plus. On est voilà, l'hiver se termine, on arrive au printemps, on a beaucoup moins besoin aujourd'hui du gaz. Nous avons quand même de considérables réserves de gaz dans l'Union européenne, non pas pour tenir 2 ans, mais quand même on a des réserves. Eh bien, nous pouvons nous offrir la possibilité de dire à M. Poutine, eh bien, votre gaz, vous pouvez vous le garder. Surtout qu'on paye sa guerre en même Exactement. temps. Nous en même payons, temps qu'on achète vous savez, quand M. M. Zelensky a dit, avec l'argent du gaz que vous achetez à la Russie, vous payez les bombes qui tuent mon peuple, eh bien, c'était la vérité. J'ai dit idéaliste, alors vous vous rangez dans le camp peut-être des idéalistes. Des réalistes. Oui, parce que la position officielle de l'Union européenne, sauf erreur, c'est non. On ne coupe pas le gaz immédiatement. Alors écoutez, vous savez, la position des 27 capitales européennes et notamment de Berlin
change à une vitesse absolument incroyable. Je vous rappelle que quand M. Scholz, le nouveau chancelier autrichien, a déclaré il y a 10 jours... Allemand, bien entendu, a déclaré il y a 10 jours qu'il mettait 100 milliards d'euros pour développer les forces armées allemandes, qui actuellement sont à peu près inexistantes. Eh bien, il a rompu avec une doctrine politico-militaire érigée en Allemagne, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en raison, et c'est tout à fait honorable, en raison du traumatisme qu'avait gardé l'Allemagne, des crimes commis par les nazis en son nom. Mais si je puis dire, Emmanuel Macron, il est sur votre ligne ? Renversons la phrase, disons que je suis sur la sienne. Non, mais oui. Est-ce qu'il est sur votre ligne de fermer tout de suite le robinet de gaz ? C'est ce qu'il va plaider ? Il va essayer de convaincre ? Ou il entend les arguments qui disent on ne peut pas se priver tout de suite de ça, il faut qu'on s'organise. Et l'Union européenne dit on le fera, mais en 2023. Je crois qu'Emmanuel Macron est extrêmement ferme dans cette crise, dans cette guerre, mais qu'il a le souci de ne pas brusquer nos partenaires et de ne surtout pas rompre l'unité de nos partenaires. Ouais. Nous devons avancer à 27. C'est ça qui est absolument fondamental. Eh bien, si on avance à 27 moins vite et moins loin que moi, personnellement, je le souhaiterais, ou que peut-être le président Macron le souhaite, c'est dommage, je le regrette, je trépigne, mais c'est beaucoup moins grave que si nous n'avions pas notre unité. Or, cette unité, ce ne serait pas ce fameux petit dénominateur commun qui, en général, est le seul résultat d'un sommet, c'est-à-dire beaucoup de déclarations, puis peu de décisions, sinon sur des tout petites choses communes. Alors écoutez, non. Regardez, les sanctions que l'Union européenne a prises, les sanctions économiques, quand nous disions qu'elles allaient être massives, elles sont réellement massives. Bloquer les avoirs de la Banque centrale russe, c'est une chose énorme. Vous pensez que ça ébranle Poutine ? Pour l'instant, ça ne se voit pas. Ah, vous avez tort. Pardonnez-moi de vous le dire aussi brutalement. Non. Vraiment, vous trompez. Non, ça ébranle énormément Poutine. Ça ébranle tellement Poutine que le conseil d'administration de la première ou deuxième entreprise, je ne sais plus, Lukoil, la grande pétrolière russe, le conseil d'administration a dit il y a déjà 8 jours, arrêtez cette guerre. Pourquoi ils disent arrêter cette guerre ? Peut-être parce qu'ils sont humanistes, je n'en sais rien. Certainement parce qu'ils sont patriotes, je veux bien le penser. Mais c'est aussi parce que c'est une énorme entreprise pétrolière qui a des branches dans le monde entier et qui voit bien qu'elle court à la faillite et que la Russie court à la faillite avec elle. L'unité européenne, donc elle doit être, indivisible, elle doit être affirmée. Qu'est-ce que vous attendez, à part ça, de Versailles ? J'attends de Versailles que nous progressions, ça sera un progrès. Ça ne sera pas des décisions, mais ça sera un progrès, je pense, important vers l'affirmation d'une défense commune européenne et vers la recherche des moyens d'élargir l'Union européenne sans que cela ne paralyse les institutions européennes. Il est déjà difficile de fond... Oh là, je vais essayer d'être plus clair. Il est déjà difficile, pas du tout impossible, on y arrive, mais c'est difficile, c'est lourd, de fonctionner à 27. On ne peut pas fonctionner à 35. Et on ne peut pas fonctionner à 35 avec des pays dont le niveau de développement, d'organisation étatique, d'indépendance de la justice, etc., sont différents. Mais alors... Très bien, faisons une Union européenne à plusieurs vitesses. Ça fait des années et des années qu'on en parle. Ça veut dire qu'il y aura une avant-garde politique, ça veut dire qu'il y aura l'Union européenne actuelle, ça veut dire qu'il y aura des États associés à l'Union européenne et que tout ça sera dynamique. Et dans cette description que vous faites, l'Ukraine, elle est où ? C'est un satellite, c'est au cœur de... Non, n'employez pas le mot satellite, il est vilain, il rappelle l'URSS en plus. Non, c'est un État associé dans un premier temps. Associé. Vous êtes contre le fait qu'on acte l'adhésion, ou même le processus
démarrage d'adhésion d'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'on acte le fait que l'Ukraine est naturellement, a vocation naturellement à entrer dans l'Union européenne. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est un acte de solidarité politique, mais il faut savoir que ça prendra du temps et que dans un premier temps, ça ne sera pas une adhésion pleine et entière. C'est pas possible, ça. Non. Compte tenu de ce qu'est l'Ukraine. De toute Compte façon, tenu de ce qu'est l'Ukraine, et du fait qu'on est 27 et c'est déjà beaucoup. Surtout cela. Merci Bernard Guettin. Un mot encore, à ne pas manquer ce soir un débat qui intéresse la campagne présidentielle française, le duel Pécresse-Zemmour, à suivre à partir de 20h20 sur TF1, puis sur LCI. Un mot des positions de l'opposition ou de la classe politique française sur l'Ukraine. Je ne suis pas un spécialiste de politique intérieure, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas, mais je dirais simplement que si j'étais monsieur Zemmour, à l'heure actuelle, je serais mort de honte et je me retirerais dans un monastère. On lui dira, d'une façon peut-être ou d'une autre. Ce soir, merci beaucoup Bernard Guettin d'avoir été ce matin sur LCI.